pas quelqu'un qui a tort. Mais si demain, vous n'avez pas les 89 sièges, c'est-à-dire qu'une réforme constitutionnelle est possible. Donc, vous êtes parti de quoi? Si je puis me permettre, cher frère. En fait, c'est à M. Suva que vous avez posé la question. Hein. Permettez que M. Suva puisse dire quelque chose rapidement. On va aller rapidement, hein, 1 minute, 2 minutes, et puis on va écouter Ouaga. Vite fait, voilà, vite fait. Alors, moi je vous comprends parfaitement, monsieur Onès, effectivement, vous avez choisi effectivement d'aller aux législatives. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous, hein, parce que vous êtes dans votre logique et dans la logique du parti. Moi également, au PPACI, nous aussi, nous avons la logique du parti qui nous dit ceci. Non, on ne peut pas boycotter les élections présidentielles parce qu'effectivement, il n'y a pas une garantie véritable effectivement, comment je vais appeler ça, dans la logique des choses. Donc, avec une telle liste électorale et autres, on a contesté beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on veut être quand même logique dans ce que nous avons appelé non au 4e mandat. Et donc, en n'allant pas donc à ces législatives, je pense que nous aussi, on est dans cette logique de ne pas accepter l'inacceptable. Voilà. Aujourd'hui, ADCI, moi, c'est un parti que je soutiens. Hein. Je soutiens dans la mesure où, effectivement, je vois le député Assali Temoko qui, effectivement, fait, en guillemets, ce que même un député est censé faire. Et donc, les gens adhèrent à ces idées, et ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais moi, je pense que nous sommes dans une logique et aussi on suit la direction du parti. Même si certains, effectivement, veulent aller aux législatives de façon indépendante, c'est bien pour eux. Ça, c'est pas mon problème. Mais je pense qu'on a une ligne, et moi, je suis aux côtés du peuple parce que je fais partie du peuple. Et voilà, c'est le peuple qui a le dernier mot, notamment l'article 50 de la Constitution qui nous dit la souveraineté appartient au peuple. Donc, si demain, le peuple se soulève et que le peuple refait ce pouvoir-là, alors, qu'est-ce que vos législatives serviront? À rien. Donc, il y a beaucoup de choses comme qu'il faut savoir mettre en place. Mais bon, puisque j'ai pas assez de temps, je vais laisser vous parler. Voilà. Alors, en 1 minute, monsieur Onez, c'est pas parce que j'ai pas envie de vous entendre, mais c'est parce qu'il y a des personnes en bas qui doivent aussi intervenir. Sinon, exactement, ça va être compliqué pour nous. Alors, ok, chers frères, vous savez, nos différents pays sont régis par des institutions, comme par exemple le gouvernement, enfin tout ce que vous avez cité, l'Assemblée nationale, et ceci, la justice et tout ça. Ce sont des institutions qui sont dans le pays. Et s'il y a un gouvernement qui est mis en place, il faut une Assemblée nationale pour voter les lois et aller et faire ce qu'il doit faire. Maintenant, quand tu dis par exemple, qu'est-ce qu'on fait des nouveaux arrivants, des nouveaux partis qui sont naissants? Mais les nouveaux partis qui sont naissants doivent faire leur classe, d'accord? Et arriver à être élus, à désigner des gens, des représentants pour être élus. On est d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas soulever quelqu'un les pieds en l'air et le mettre la tête en bas. C'est pas normal. Il faut suivre la norme des choses. Et pour répondre aussi un peu à Sylvain, c'est que aujourd'hui, même le PPACI qui dit que on ne va pas aux élections, mais quand tu regardes la plupart des élus qui sont députés sortants, ils sont tous allés en indépendant. Il y en a même pas, la majorité est allée en indépendant. Donc, il faut faire une chose et non son contraire. Ouais, d'accord ou pas? Donc, ce que vous êtes en train de dire, là, moi je vous comprends. On avait deux choses. Et on était d'accord d'une partie sur le fait que les gens ont été démis des listes électorales de façon injuste. Mais là où on n'était pas d'accord, c'est que on dit que les dés sont pipés depuis longtemps, alors que depuis 2010, la même liste électorale a permis d'aller au vote jusqu'à aujourd'hui. Donc, clairement que, alors, qui veut boycotter? On connaît les Ivoiriens, on sait que depuis 2020, même quand il y a eu la tête du jeune homme qui a été coupé et joué au football, personne n'est allé quelque part. Donc, pour chuter, je suis là maintenant, tout de suite, pour dire que on se connaît entre Ivoiriens. On va pas aller boycotter ou bien quoi. Il n'y aura pas de révolte. Les choses sont en train de se faire. Et puis, les Ivoiriens vont pas aller quelque part. Donc, le processus est en train de suivre le cours.
on peut faire les choses que de façon démocratique. Je m'arrête là. Merci, M. Onez. C'est pas parce que j'avais pas envie de vous écouter. Hein. Non, pas de problème. J'ai bien compris. Mais, on va écouter les autres rapidement pour y aller. Alors, c'était Ouragan ou l'or? Ouragan. Ouragan, d'accord. Ouragan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher panéliste. Voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Moi, c'était pour revenir sur le sujet que vous avez mis concernant les Machiavel et tout ça. Oui. Voilà, moi j'ai lu Le Prince de Machiavel, ça fait 3 ans. Et ces derniers temps, ça fait quelques mois, j'ai plus regardé l'art de régner. D'accord. Voilà, l'art de régner. Et j'ai vu automatiquement que c'est ce que Draman faisait. Mais il le faisait si il avait une dictature positive, c'était vraiment parfait, ça allait arranger toute la population, mais sa dictature n'est pas truc, comme on appelle ça, positive. Qu'est-ce que tu appelles une dictature positive? Moi, quand je dis une dictature positive, d'abord, avant d'en venir, je vais d'abord avancer quelque chose. Okay. Je vais dire que, avant même qu'on parle même de démocratie, on doit être souverain, un pays totalement libre avant de parler de démocratie. Parce que si on parle de démocratie en Afrique, il y aura toujours de la perturbation, parce que c'est dans la démocratie que vient les bêtises tu vois lui là, non, on va le financer et puis toi tu vas le renverser parce que ce qu'il fait là, c'est pas trop bon pour nous, c'est pas trop bien pour toi. Regarde comment il traite tes frères et tout. On voit que c'est dans la démocratie qu'il existe tout ça, hein. D'accord, mais c'est qui dit tu vois lui là, non? Tu vois quoi? C'est quoi? Jean Stein, c'était juste pour paraphraser, c'était juste un exemple pour montrer, pour situer vraiment mon truc, mon discours. Voilà, c'était dans ce sens-là. Donc, moi, je me dis que après, en Afrique ici, on doit vraiment avoir une dictature positive. Voilà, quand on sera militairement et militairement fort, côté éducation fiable, santé fiable, on pourra maintenant instaurer la démocratie. D'accord. Ok, j'ai compris. C'est ton point de vue, je respecte. Et pour toi, en fait, il faut qu'on ait des acquis avant de franchir le cap véritable de ce que les autres appellent la démocratie, c'est ça? En effet, oui. Ok, je vois. Je te remercie. C'est Ouragan. Je te remercie en tout cas pour ta participation et ton point de vue. Mais il y aura d'autres débats qu'on va susciter ici, où je ne prendrai pas assez la parole, je vous laisserai. Moi, je vous écouterai et je poserai des questions. Déjà, moi-même, j'organise quelque chose avec Madame Miss Adjo. Ah, tu es avec Miss Adjo? Oui, Miss Adjo, je l'ai contactée et tout ça, elle m'a donné son OK. Donc, on va organiser quelque chose. Mais ce qu'on va organiser, ce fait de dictature et de démocratie après maintenant, ça va venir plus tard dans notre panel. Ça va venir après maintenant quelques longues discussions, quelques longues ouvertures d'esprit. Voilà. D'accord, c'est noté. Vous me direz c'est quand le programme, peut-être je passerai une communication pour que nous tous, on y aille participer avec plaisir. Alors, Laure, bonsoir, parce que tu étais là-haut à la place de Miss Adjo, t'as chuté, donc je m'en souviens. Ouais, pourquoi vous voulez m'enlever ma chance? Bonsoir tout le monde. Non, c'est juste pour blaguer, vas-y. Non, je suis juste pour charité, mais t'inquiète pas, tu prendras la parole. Mais je peux attendre, moi il n'y a pas de problème, ça me gêne pas. Je peux attendre. Solidarité féminine, j'aime beaucoup ce panel. Laure, sois bénie de là où tu es. Voilà, merci beaucoup. Alors, Amen. Ah, est-ce qu'il y a un sujet en particulier déjà? Parce que j'ai pris le live en cours.
Ah bah c'est ça en fait. Non, il n'y avait pas de sujet en particulier. J'ai fait en fait d'accord, j'ai donné les motivations de la participation de certains profils du PPACI aux législatives. Leur posture elle est inconséquente vis-à-vis en fait des masses. Et puis bien évidemment aussi la manipulation des masses. Donc si tu souhaites nous apporter quelques petits éclaircissements avec ta petite expérience. D'accord. Alors, je conseille à tout le monde, ceux qui discutent encore, question de dictature ou pas, de lire l'auteur, je vais mettre son nom en commentaire. Voilà, il a écrit Syndrome de la dictature. Il a écrit Syndrome de la dictature et il a écrit 2 autres livres qui sont des romans, mais qui vous montrent comment on peut basculer et que c'est facile de basculer dans une dictature déjà. Donc je vais pas donner mon avis sur le cas de la Côte d'Ivoire particulièrement, mais je vous invite réellement à lire ces livres-là. Donc ça se dit Syndrome de la dictature. Il fait un peu l'analyse de tout ce qui a été pouvoir dictatorial. Il donne un peu les limites qu'on franchit ou pas quand on est en dictature. Ok. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est quoi? Parce que j'ai entendu des discussions avant de monter, j'ai lu certains commentaires. J'ai pris 2 semaines avant les élections pour dire aux gens de l'opposition surtout aux gars, d'aller voter, parce que à mon sens, ne pas voter, c'était donner sa voix au pouvoir en place. On s'est fait lyncher, insulter de tous les côtés, parce que j'ai dit quoi? J'ai dit que cette liste électorale qu'on a, c'est une stratégie. Et cette stratégie est utilisée parce que, justement, on sait que vous êtes tellement émotif, vous êtes tellement dans l'émotion que vous n'avez pas de stratégie. Et bien sûr, ça s'est passé comme cette stratégie-là avait prévu. Vous êtes resté dans l'émotion. Non, on va aller marcher. L'opinion internationale va faire ceci. Mais vous n'avez pas compris que l'opinion internationale est déjà en train d'agir. On s'est fait lyncher ici pendant 2 semaines à supplier les gens limite. Nous tous, on en a marre. Nous, on n'est pas pour Gbagbo 7, mais on en a marre. Allez-y voter. Allez-y donner votre voix au changement. Vous nous avez lynché, insulté, couché chez vous pour dire que non au 4e mandat. Maintenant que le 4e mandat a commencé, là, vous faites quoi? Vous voulez nous sortir quoi? C'est maintenant que vous êtes contre quoi? Donc, à un moment, je ne sais pas. La stratégie était simple. Tous ceux qui étaient sur la liste, c'était des gens qui étaient problématiques pour l'opposition et qui savent que l'opposition ne va jamais dire que voilà, on baisse les armes, on veut juste le changement. Et pour ceux qui disent que oui, mais le PPACI est légitime, excusez-moi, hein, quand ils se sont tous réunis en tant que parti pour aller déterminer qu'il faut 50 millions avant de prétendre à devenir président, c'était pour faire quoi? À votre avis, c'était pour faire quoi? J'ai pas compris la question. Je parle de l'établissement de la caution de 50 millions pour pouvoir devenir président. Mais tous ces partis-là étaient d'accord. Pourquoi? Parce que le pouvoir doit circuler entre eux. D'accord. La caution de 50 millions, en fait, d'accord, c'était le fait de l'adhésion de l'ensemble, d'accord, de la classe politique. D'accord. Et les indépendants, ils ne payent pas, en fait, d'accord, ceux qui n'ont pas, par exemple, de parti politique, est-ce qu'ils payent aussi les 50 millions? Pardon? Est-ce que les personnes, par exemple, qui ne sont pas dans un appareil politique, un parti politique, est-ce que quand ils vont compétir, c'est-à-dire s'ils sont choisis par le Conseil constitutionnel, est-ce qu'ils ne paient pas les 50 millions? Tout le monde paye les 50 millions. Alors, qui a décidé des 50 millions? Alors, les 50 millions, c'était, de ce que je sais, c'était le pouvoir en place. D'accord. Mais ils ont eu quand même à discuter ils ont fait des réunions avec tous les gros partis que vous connaissez, PPACI, RHDP, vous savez déjà, PDCI et autres. En tout cas, les gros partis connus là, ils ont eu quand même une petite discussion, un accord tacite de le faire parce qu'ils savent bien qu'à leur niveau, tout le monde a les 50 millions facilement.
D'accord. Mais en fait, mais est-ce que tu as eu des éléments en ce qui concerne les échanges avec les partis politiques par rapport à leur accord sur les 50 millions, bien? Oh, mais personne ne s'en est plaint. C'est eux les principaux partis, les principaux opposants. S'ils s'en étaient plaints, au moins les autres pouvaient suivre, mais ils ne se sont pas plaints parce que ça ne les dérange pas. D'accord. C'était quoi en fait les 50 millions en fait c'est passé? C'était passé quand? Oh, je n'ai pas la date, je n'ai pas la mémoire des dates. En fait, c'était passé, je pense, en fait, pour les élections de 2020. Et en fait, c'est un décret de Ouattara qui a signé. Donc, oui. Et à cette époque-là, effectivement, les partis d'opposition se sont plaints. Ils se sont plaints, en fait, parce qu'à la base, même déjà, même c'était 20 millions. Et à l'époque, en 90, en fait, 20 millions, on trouvait ça énorme. Et donc, Ouattara a décidé, en fait, d'augmenter pour permettre, en fait, qu'il y ait des candidats sérieux. Et à cette époque-là, les partis d'opposition se sont plaints, en fait, d'accord. Mais il a signé un décret, il a fait passer les 50 millions. Ok. Moi, je n'ai pas vu de plainte. Faut pas que je monte. Non, mais je t'enverrai les informations si tu veux bien. Ok, d'accord. Très bien. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que si je reste sur la problématique de l'opposition, j'ai dit ceci. J'ai dit que, qu'on le veuille ou pas, le pouvoir condensé dans les mains d'une seule personne, d'un seul parti et tout ce qui va avec, vous en face, vous avez déjà vos divisions personnelles, vous êtes déjà à un certain, vous n'êtes pas au niveau de pouvoir qu'il a. Donc il faut utiliser la stratégie. Soit vous avez la force pour clairement mener une rébellion, comme il l'a fait lui-même, soit vous avez cette force-là, soit c'est deux choses, soit vous avez la stratégie. Et en l'état des choses, on a tous constaté ici, la force n'était pas là. Donc on est tous en train d'assister au quatrième mandat. Et malheureusement, vous n'avez pas voulu aussi utiliser la stratégie. Donc, moi, j'ai fait 2 semaines, comme je le disais. A dit à chacun, allez-y voter, au moins donnez votre voix au changement, ne restez pas chez vous, n'annulez pas le truc, ne faites pas capoter le truc. On s'est fait insulter limite par les gars. Et le truc, c'est quoi? On se plaint déjà que cette personne, le pouvoir en place, oui, ça part d'un certain nombre de dérives, on est totalement d'accord. Un certain nombre de dérives, beaucoup de choses à plaindre, que moi-même, je prends mon temps à plaindre d'habitude. Mais là, on est malheureusement arrivé à une période où on est en période électorale. Tu vois? Et il y a un truc, il y a déjà vous avez déjà été lésé. Vous avez déjà été abusé. Vous avez déjà été, je vais même dire, rabaissé. Des gens sont en prison. Au moins là, donnez votre voix au changement. Tu vois? Et ça, je l'ai dit, on s'est fait insulter. Et aussi, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens vont te dire, on veut le changement, mais en même temps, ils te disent que si c'est pas Gbagbo, ce n'est personne. Si ce n'est pas X personne, ce n'est personne. Gars, est-ce qu'on peut tous ensemble se mettre dans la même merde et puis dire qu'on veut le changement? D'accord? Et puis, peu importe, au moins ça change. Et puis après, si on veut que si vous voulez que ce soit Gbagbo, si vous voulez que ce soit X personnes, et même là encore, des gens ont déjà eu le pouvoir. Le Gbagbo que vous voulez, ad vita aeternam, contre vents et marées, je ne sais pas, il a déjà eu le pouvoir. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose. On dit qu'il a eu 10 ans de rébellion, mais dans les 10 ans, même les lois, parce que les lois, vraiment, changer des lois, ça n'a pas besoin de 150 ans. Les lois, ça se discute à l'Assemblée nationale, c'est bon, ça passe. Non. Même les lois, il n'a pas pu changer. Des lois stratégiques qui pouvaient nous poursuivre jusqu'aujourd'hui. Au contraire, l'accord de Makoussi qui a fait rentrer, qui jusqu'aujourd'hui nous poursuit, on a le problème des Libanais qui persistent. Tous ces problèmes qui étaient déjà là avant, parce qu'il y a beaucoup de nos problèmes qui viennent depuis Houphouët-Boigny, ce n'est pas des problèmes qui sont nés avant-hier. Ça s'est empiré avec les différents pouvoirs, on est totalement d'accord, jusqu'à atteindre le fond aujourd'hui. On est totalement d'accord. Mais il a eu ce pouvoir-là entre les mains pendant un moment. Laissons les actions sur le terrain. Vous allez dire qu'il n'a pas eu le temps de diriger. Mais les lois qui étaient là, les décisions stratégiques qui pouvaient déjà nous faire avancer sur certaines choses, on n'en a pas vu. Donc aujourd'hui, quand on parle de changement, clairement tout ce lot de personnes qui ont déjà eu leur chance, qui ont déjà fait leur tour de manège, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, c'est bon. Tu vois qui par exemple, toi?
regarde, tout le monde sauf tous ces anciens-là. Je dirais qu'au point où on en est là, on veut juste que ça change. Non, mais qui, par exemple? Qui, toi, par exemple, pour toi? Moi, qui je vois? Honnêtement, je n'ai pas de vision par rapport à ça. Je n'ai pas de vision par rapport à ça. Les gens parlent beaucoup de Assalé Tiemoko, mais je trouve que c'est un peu le même folklore. Voilà, c'est un peu le même folklore qu'on nous sait en ce moment quand on te dit oui, c'est l'année de la jeunesse, c'est ceci, cela, alors que tu ne vois rien de concret. Et lui aussi, il fait beaucoup dans le folklore. Donc, si tu par exemple, là, aux élections présidentielles où tu voulais en fait que les gens aillent participer, toi, tu aurais choisi qui? Oh, j'ai lu, on a lu ensemble, j'ai fait des panels où j'ai lu tous les programmes. Et le programme qui était à minima séduisant, qui parlait souveraineté, c'était le programme de Don Melo. D'accord. C'était le programme de Don Melo. Donc j'aurais choisi Don Melo. Mais peu importe que quelqu'un aille voter Billon, que quelqu'un aille voter Madame Gbagbo ou quoi que ce soit. Très honnêtement, vraiment, changement quoi. C'est bon. Vous avez fait votre époque, c'est bon. Donc voilà. Ok. Bah, j'ai compris. Donc toi, en fait, le vote en fait aux législatives, en fait, ça sera pour toi, c'est important. Il faut que les gens aillent voter. Oui, normalement. Ok. Au pire des cas, ils ne vont faire que maintenir les députés qui sont là et qui ne foutent rien pour eux. C'est le même process. Parce que vous le voulez ou pas. J'ai même dit une fois à quelqu'un, mais est-ce que toi, au final, c'est quoi? Tu vas faire la rébellion? Parce que au point où on en est là, vous pensez que quelqu'un qui a pris le pouvoir de cette manière va partir parce que vous vous êtes couché chez vous à dire non, je ne suis pas d'accord avec telle chose. Soyons réalistes. Et si vous n'êtes pas capable d'être réaliste, ça devient très compliqué. Soit vous avez la stratégie, soit vous avez la force. C'est l'un des deux. C'est l'un des deux. La stratégie, pour toi, on peut gagner en stratégie sans faire usage de la force. Mais justement, la stratégie va demander forcément à un certain moment de la force. Je parle de quoi? Quand je parle de la force, je vais t'expliquer un peu le programme, par rapport au président. Madame Adjoint, pardon, mes datas sont à 50%, c'est en train de finir. Pardon. De se couper avant que je prenne la parole, s'il vous plaît. Bon, j'ai laissé Gina parler alors. Je voulais juste développer par rapport à la stratégie. Allez-y, voilà, j'avais une question. Merci beaucoup. Pardon, Sulba, je suis à 50%. Pardon, elle a pris tout, pardon. Ah, t'es à 50%? Oui, mais data, ça va chuter tout de suite. Si quelqu'un m'a encore Ok, je comprends. Bon, allez, donc, voilà. Rapidement, allez-y, Gina, Laure, vraiment, je vais prendre la parole, mais bon, avant, Madame Gina, allez-y. D'accord. On sent merci déjà pour la présentation sur... tu m'entends? Oui, bien sûr. Merci déjà pour la présentation sur le prince de Machiavel et l'adaptation à nos réalités en Côte d'Ivoire. Vraiment, merci pour cette présentation-là. Et ce qui est dommage chez nos politiciens, chez les opposants, c'est que parfois ils savent les choses, mais j'ai l'impression qu'on a une capacité d'anticipation réduite en Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que la politique qu'on a appliquée depuis le temps de Houphouët, on l'applique jusqu'aujourd'hui, les mêmes méthodes, on n'essaie pas d'innover et ceux qui essaient d'innover sont devenus silencieux. Nous faisons partie de cette majorité silencieuse-là qui avons vécu toutes les crises en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, certaines personnes avec les nouvelles dispositions ont l'impression que la politique date de 2010 ou 2000. Nous, on a vécu l'année blanche. On a vécu d'abord l'arrivée du multipartisme, on a vécu la démocratie avec le président Gbagbo, on a vécu les différents coups d'État, cheval blanche, la Mercedes, tout ça on a vécu et je peux dire que c'est nous qui sommes la génération sacrifiée de tout ça, parce qu'on a vécu depuis le début de l'arrivée du multipartisme jusqu'à aujourd'hui où on a une manière de faire la politique qui est un peu, à la limite, tout pour moi seul, rien pour le peuple. Et malheureusement, à nous de cette génération qui sommes devenus la majorité silencieuse, on laisse ceux qui ne sont pas formés, comme le dit Machiavel, prendre l'information, prendre le pouvoir. Nous sommes allés à l'école pour ça.
On a vécu tout, on a vu tous ces changements, on a vu quand un chef d'État commence, comment ça se termine, quand il n'écoute pas le peuple, comment ça se passe, comment les différents ministres, comment les différents députés se sont mis à travailler ou à se sucrer. On a vu les différents ministres qui n'étaient pas ivoiriens d'origine, qui ont été naturalisés ou qui sont devenus parce qu'il y a eu la division les anciennes colonies françaises. On a vu tout ça, mais aujourd'hui, ce qui fait plus de bruit, ce sont ceux qui ne sont pas formés, ceux qui n'ont rien vu et qui font beaucoup de boucans, de tapage, et cette majorité-là reste là et subit. Il est temps, moi, à travers le panel, le dernier message qu'il a donné, ça m'a donné envie de monter. Il y a une nouvelle génération qui est là. Nous faisons partie de cette génération. Peut-être qu'on n'a pas envie d'être emprisonné, chacun, on n'est pas tous courageux, mais à notre niveau, battons-nous, à notre niveau, on peut changer les choses. Ne serait-ce que faire des analyses telles que Oussan le fait, en nous formant, en nous ouvrant les yeux, chacun de nous peut faire des capsules. Il y a des gens qui ont fait du droit, qui savent ce que c'est que le droit. Même si vous ne voulez pas vous afficher sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire des petites capsules pour informer. Nous, on regardait à la télévision à l'époque, on se formait par apprendre les nouvelles du pays, il y avait peut-être un truc de ECM. Mais aujourd'hui, tout le monde laisse le buzz évoluer. C'est parce que, excusez-moi, le sensationnel, le faux, la désinformation se multiplie. C'est pour ça que les gens ont l'impression que c'est la réalité. Pourquoi nous, à notre niveau, chacun de nous ne peut pas se lever? On passe des heures à suivre des débats politiques. Moi, j'en fais partie. Mais aujourd'hui, sa dernière phrase, moi, m'a réveillée. On peut faire chacun quelque chose à notre niveau. Ne serait-ce que, je sais pas, en plus des capsules pour parler du droit des citoyens, mais dans un français terre à terre, parce que ce qui se passe, c'est que le taux d'analphabète est élevé, l'analphabétisme est élevé. Personne ne peut leur expliquer. On ne peut pas en vouloir à nos frères du Nord ou bien quelqu'un qui est dans son baka qui ne comprend pas d'être aussi fanatique. Ce n'est pas de sa faute, c'est de notre faute. On dirait qu'ils ne sont pas allés à l'école, mais on a fait quoi pour leur expliquer dans un français nouchia ce qu'ils ne comprennent pas. Eux, ils comprennent, ils sont dans l'ancienne méthode parce que c'est normal, ça vient de notre culture africaine. Dans la culture africaine, on a le roi, on a le chef et tout le monde suit. Et c'est ce que, quand il m'a donné l'exemple pour dire que c'est des sages qui parlaient à certains moments, mais ça, ce n'est pas de leur faute, ça vient de nos cultures. Nos cultures, même à la maison, dans une famille nucléaire, quand le papa ou la maman parle, l'enfant se tait. C'est peut-être aujourd'hui avec le modernisme que l'enfant arrive à donner la parole, à dire quelque chose. Donc pourquoi ne pas les former? Pourquoi ne pas faire la politique autrement? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui intervenait qui disait oui, si on ne part pas à l'Assemblée nationale, la politique, ça ne va pas changer, machin. Mais écoutez, le changement c'est qui? Nous, là, on a passé, regarde, ils sont assis, eux tous là, ils ont 80, 60, et ils sont en train de faire discussion d'âge. J'ai 75, c'est le plus vieux, c'est le plus jeune. Et nous, regardez les ministres qui sont là. Notre génération, il y en a combien? Et ceux de notre génération qui sont là-bas, là, c'est pas ceux qui ont vécu ce que nous, on a vécu. Ils sont allés quelque part, on les a pêchés ici, parachutés ici, comme des gens qu'on connaît au Gabon, qui ont fini 3 ans d'expérience professionnelle, puis ils sont parachutés DG. Et nous qui sommes restés ici, on a vécu tout ça. Vous vous imaginez, nos compétences, on les met où? En train de nous promener de société en société, ou bien en train de chercher du boulot. Il est temps qu'on se lève. Ne les attendons pas, n'attendons pas de mots d'ordre. Chacun à son niveau est acteur de la Côte d'Ivoire. Merci déjà aux cyberactivistes. Vous faites beaucoup déjà à la diaspora, mais nous qui sommes sur le territoire ici, là, même si on ne sait pas marcher, nous tous, on a notre travail à faire. La sensibilisation, levons-nous. Le futur de la Côte d'Ivoire, c'est nous, la nouvelle génération. Merci. C'était mon intervention. Merci, Gina. Très bonne intervention. Merci. Je descends il reste 20%. Au revoir. Tu peux parler. Bonsoir. Est-ce que je peux parler? Bon, allez-y, on va aller parce que, bon, Laure, donc, comme tu as été très généreuse, bon, allez-y, Madame Deli. Bonsoir. Qu'est-ce que vous souhaitez me dire rapidement? Oui, moi j'ai 2 points. Déjà, je voudrais signifier que cette année a été la première année pour moi d'avoir une carte d'électeur d'abord et d'aller voter. Et j'aurais aimé que ce soit une très belle expérience comme celle que j'ai pu voir pour d'autres personnes en 2010 pour la première partie des élections, évidemment pas la deuxième.
Donc, la première partie des élections en 2010, les gens étaient enthousiastes d'aller voter. Et on a vu comment chacun soutenait son candidat et c'était assez beau à voir. Bon, malheureusement, en 2010, ça s'est mal terminé. Et cette année, moi, j'aurais voulu que ce soit comme la première partie en 2010. Donc, avec un engouement pour les primo-électeurs, comme moi, voilà. Mais malheureusement, avec les différents mots d'ordre qui sont passés par le biais du Front commun et la société civile, il y a eu un vent de froid à Abidjan et les élections se sont passées comme on a tous vu ici et c'est vraiment dommage. Je décris cela. Et pour les législatives, moi je veux aller voter. J'ai mon candidat et je souhaite aller le voter. Et je trouve très dommage que vous, Monsieur Instant, vous découragez les gens à aller voter. Ça, il faut que je vous le dise. Voter, c'est un devoir de citoyen et je pense que on doit encourager chacun à aller voter, peu importe le candidat. Et, oui, c'est un devoir de citoyen. Ah bon, c'est mentionné où? Le vote, c'est un devoir de citoyen. Moi, quand je suis partie à l'école, c'est un droit. Que le vote, c'est un devoir du citoyen. Quand on est citoyen, attendez. Non, c'est un devoir. C'est pas un droit, c'est un devoir. Donc, c'est pas une obligation. Mais en tant que citoyen... Oui. Attendez, on se comprend pas. Vous dites c'est un devoir et c'est pas une obligation. Non, le devoir du citoyen, à aucun moment on ne t'oblige. Un devoir, c'est un acte patriotique au fait. On ne va jamais obliger. Non, on ne va jamais obliger quelqu'un. Dans la loi, on n'a pas dit si tu votes pas, tu iras en prison ou quoi que ce soit. Donc, à partir de ce moment, c'est un droit. C'est un devoir. Non, c'est un devoir. Attendez. Voilà, c'est un devoir. Attendez. C'est un devoir civique. On le dit, un devoir civique. Mais sinon, quand on dit un devoir, c'est l'obligation. Avoir une carte de lecteur, c'est un droit. Mais voter, c'est un devoir. Voilà. Moi, j'ai droit à une carte de lecteur. Mais aller voter, je suis pas obligée d'aller voter. Je dois faire mon devoir. Mais madame, quand tu dis ce n'est pas... Attends, doucement. Quand tu dis c'est un devoir c'est une obligation. C'est une obligation. En même temps que tu dis que c'est un devoir, en même temps par derrière tu dis qu'on n'est pas obligé. C'est pour ça qu'on te dit que c'est un droit. Et c'est un droit, ce n'est pas un devoir parce que tu n'es pas obligé, tu n'as pas obligation de partir. Maintenant, accepter le mot ne va pas vous enlever quelque chose. Reconnaissez juste que c'est un petit lapsus. Voilà, tout le monde fait des lapsus, c'est pas grave. Donc, je souhaite qu'on ne me coupe pas. On vous corrige, mademoiselle Nelly, on vous corrige. Non, mais je vais terminer, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est un droit, c'est un devoir civique. Un devoir civique. On t'a dit, toi, tu as fait tes recherches. Il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas faire mon éducation ce soir. Donc, laissez-moi finir de parler, s'il vous plaît. Du coup, comme je disais, c'est dommage que vous n'encouragez pas les gens à aller voter, au fait. Et quand vous dites que vous êtes contre le 4e mandat, ça ne sert à rien de le dire, parce que le 4e mandat, il se fera sur 5 ans. Et à moins que, comme la dame avant moi le disait, à moins qu'on fasse un coup d'État, ce qui est très possible, le 4e mandat, il se fera. Donc, rester là sur les plateaux à dire non au 4e mandat, ça ne signifie absolument rien. Moi, je souhaite que vraiment vous invitez les gens à aller voter. Si on veut vraiment le changement, si on veut que les choses bougent, il faut encourager les gens à aller voter. Et éviter de dire non au 4e mandat sans action palpable, au fait. Donc, en fait, je vous remercie, Madame Nelly. Donc, en fait, si je disais non au 4e mandat suivi d'action, là, le message, il passerait, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Parce que sans action, ça ne sert à rien de dire non au 4e mandat, parce qu'il se fait là, le 4e mandat. C'est quoi, en fait, l'action pour vous? Justement, moi,
Quand j'ai dit que j'avais 2 points, c'était mon deuxième point. Pour vous, ça veut dire quoi non au 4e mandat? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en fait? Qu'est-ce que vous faites? Oui, c'était ça mon deuxième point. Quand je suis montée, j'ai dit j'ai 2 points. Dans un premier temps, je trouve dommage que vous n'encouragez pas les gens à aller voter, et parce que il y a un nouvel air qui souffle en Côte d'Ivoire. C'est l'ère de la jeunesse, c'est l'ère des personnes qui n'ont pas forcément connu les leaders qu'on dit charismatiques. Moi, je connais que Alassane Dramane Ouattara depuis que je suis adulte, ou bien depuis que j'ai les capacités de penser et d'analyser. C'est Alassane Dramane Ouattara en tant que président que je connais. Gbagbo Laurent, je l'ai pas assez connu parce que je suis jeune. Gbagbo Laurent, je l'ai pas assez connu, mais je peux le connaître parce que on a accès à l'information sur Internet, et il y a son histoire partout sur Internet. Je peux le connaître, mais dans ses actions concrètement, je peux pas dire que je le connais. Donc, on peut pas me dire Gbagbo ou rien. Moi, je comprends pas ça. Moi, je comprends ce que je vois maintenant, les actions que je vois maintenant. Donc, c'est un peu difficile pour moi de comprendre Gbagbo ou rien. Donc, ce que je souhaite, et quand je dis que je connais Alassane, ça ne veut pas dire forcément que je suis pour Alassane. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je dis simplement qu'il faut encourager les gens à aller voter et encourager les gens à analyser les actions de chaque acteur politique, et les laisser le choix, au fait, d'aller voter et d'aller... Ce sont les élèves de l'époque Kandia Camara, ça. Non, pas de jugement de valeur sur la personne. Elle a pris le courage de monter, elle a posé des questions. On a pris la peine de l'écouter, on va répondre sagement. Alors, vous êtes... ça veut dire quoi, les élèves du niveau Kandia Camara? Non, on va pas... Madame Nelly, on va pas rentrer dans tout ça. Non, mais non, c'est pas ça. Au fait, vous vous adressez à moi. On est dans des panels pour débattre, pour apporter ses idées. Donc moi, ce sont mes idées. Oui. Du coup, si toi, Eddie, tu as des idées qui peuvent me contredire, je suis preneuse. Mais ne viens pas faire des jugements de valeur alors que tu n'as absolument rien à dire. Viens dire des idées qui vont me contredire, au fait, et je comprendrai. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Moi, je veux savoir, ça veut dire quoi exactement et concrètement non au 4e mandat quand on n'a pas d'action derrière. Merci à vous. Oui, vous restez avec moi. Je vais vous le dire. Attends. Alors, non au 4e mandat déjà, madame. D'abord, c'est le respect de vos tests. Ça, c'est le premier élément. Parce que dans vos tests, il n'y a pas 4 mandats. On est d'accord sur ce point? Oui ou non? Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas 4 mandats, mais comme on est dans une nouvelle république, ça se discute. D'accord. On est dans une nouvelle république, ça se discute. Donc, on va dire, quelle que soit la sensibilité politique où on est, on peut parler du 2e mandat de la 3e république, et on peut parler du 4e mandat. Mais il y a un point qui me rassure. Il y a un point qui me rassure, c'est que qu'en fait, quand des ministres qui sont dans le gouvernement sont interviewés par des journalistes français, ils ne rappellent pas qu'ils sont dans le 2e mandat de la 3e République. Quand on leur parle du 4e mandat, ils acceptent le 4e mandat. Ça, c'est un fait. Vous allez sur l'interview de M. Touré Mamadou sur TV5, on parlait du 4e mandat, il n'a pas précisé qu'il s'agissait du 2e mandat de la 3e République. Okay? Donc, déjà, c'est les textes. Parce que vous êtes venu sur quelque chose, vous êtes venu sur un point très important, vous avez parlé d'abord de ce que vous appelez le devoir civique, voter. Et le vote est mentionné dans le code électoral. Ce sont les tests. Un pays fonctionne selon les tests. Vous avez dit que vous êtes de la nouvelle génération. La nouvelle génération, si c'est les jeunes, je pense que les jeunes veulent faire mieux que les anciens. Donc, apprenons déjà à respecter nos tests. Parce que ce sont nos tests qui vont faire que, Madame Nelly, on pourra se comprendre. Alors, vous dites que le 4e mandat, s'il n'est pas suivi d'action, c'est pas la peine d'en parler. D'accord? Je peux vous suivre. Mais s'il y a un 5e mandat demain, il n'est pas suivi d'action, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a un 6e mandat demain, il n'est pas suivi d'action, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a un 7e mandat demain, il n'est pas suivi d'action. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la question, en fait. Mais j'en viens, madame. Mais c'est pour vous dire qu'à partir du moment où il y a un 4e, il peut avoir un 5e, il peut avoir un 6e. Donc, on brise les lois, on ne respecte pas les tests. Maintenant, la question, vous voulez trouver votre solution à partir des élections. D'accord. L'instance qui organise les élections, chère madame, qui choisit des personnes au sein de cette instance?
Est-ce que celui qui viole ou celui qui fait 4-5 mandats aussi choisit des personnes? Oui, il choisit des personnes. M. Ouattara a des personnes qu'il a choisies qui sont au sein de cet appareil qu'on appelle la CEI. Donc, madame, votre solution tamponnée n'est pas une garantie. Votre solution tamponnée, là, elle n'est pas une garantie d'un changement d'une offre politique différente de celui qui fait le 4e et qui peut faire aussi demain le 5e. Enfin, excuse-moi, si tu permets, vu que je suis un peu du même avis qu'elle, tout à l'heure, je n'avais pas terminé, frérot. Je vais essayer d'expliquer jusqu'au bout par rapport à la tactique que tu dis n'est pas une garantie. Déjà, aucune tactique n'est une garantie. Même avec les armes, quelqu'un peut avoir plus de chars que toi. Déjà. Donc, on est tous en train de parler de choses qui sont, on va dire, le Graal à atteindre. Ce n'est pas quelque chose de palpable tout de suite. Et ça, on va le reconnaître. On n'est même pas censé discuter sur ça. Ce que je vais expliquer quand je parle de solution en disant qu'il fallait aller aux élections et voter au moins le changement. D'accord? Je vais expliquer le processus. Premier temps, comme tu le dis, tout est bafoué, l'injustice, les inégalités sociales, les fondements de notre constitution ivoirienne, on est totalement d'accord. Maintenant, non au mandat dans les chambres, dans les lives, dans les salons change quoi? Concrètement, rien. Ok. Moi, je dis quoi? Je dis allons-y. Je disais quoi? Je disais allons-y aux élections, donnons la voix à une tierce personne. Et cette tierce personne-là qui, à l'occasion, je vais être honnête, c'était Don Melo qui avait un programme très séduisant, souverainiste. Si vous estimez que Gbagbo est panafricaniste, souverainiste, c'était le même programme, en beaucoup plus développé. Il a développé des points qui étaient très intéressants parce que pour ceux qui me connaissent, moi je suis plutôt africaniste. Donc c'était un programme. Est-ce que je peux lui poser une question avant qu'elle continue? On va aller rapidement, qu'elle aille sur son truc et puis ensuite, voilà. On va aller rapidement parce que... Voilà. Donc je disais quoi? La stratégie, c'était quoi? Beaucoup l'ont dit, oui, c'est un traître, oui, c'est un ceci, oui, c'est un cela. Ok, je vais pas répondre à tout ça. Je dis Don Melo. Alors, Don Melo, je suis même allé jusqu'à dire que Gbagbo pouvait dire, bon, ok, il va retourner auprès de Simone rien que pour cette élection-là, pour jouer là-dessus. Je suis même allé jusqu'à dire ça, tellement que je me dis que, ben, tout ce qu'il fallait faire, parce que autant vous voulez le changement, est-ce que autant ces leaders-là sont prêts à tout pour atteindre ce changement? C'est ça la question. Ils veulent se mettre en premier, ils veulent se mettre à ces postes-là où ils veulent le changement. C'est ça la première question. Donc, ma stratégie était laquelle? C'est que PPACI, PDCI, tout ce qui est opposition, au moins 4 partis, se mettent derrière une personne qui est sur la liste. Premier tour. Même si on dit que tu as truqué, comment tu as truqué, tu es le plus gros truqueur d'élection de la planète là. D'accord? Avec la stratégie qu'il faut. Parce que je précise aussi. On l'a perdu? Qu'est-ce qui se passe? On va signaler. Ah, j'espère que... Je dis, c'est ton frère. C'est une voix que tu peux gagner dans la bataille. Donc pourquoi tu t'attardes à dire que oui, ceux-là, c'est les nordistes donc? Je vous dis, moi j'ai fait l'expérience sur mon panel. Il y a beaucoup de personnes, de nordistes, qui n'avaient même pas de carte d'électeur, qui sont allés faire les cartes d'électeur cette année pour voter à dos, justement à cause de ce tribalisme-là. Et tout le monde peut témoigner ça. Parce que c'est une méthode que les gars utilisent à tort et à travers n'importe comment. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc je disais quoi? 4 partis réunis derrière une personne. On va au premier tour. Premier tour, on va dire que peut-être il y a une petite possibilité, une sensibilité où il y a un deuxième tour qui se présente. Mais je dis, même si on dit que les gens sont bêtes, jusqu'ils sont pas allés à l'école, 4 partis réunis, avec, on va dire que si on n'avait pas fait cette politique de tribalisme là, avec les frustrés de la politique actuelle, même si on dit que les gens sont bêtes là, une personne, un seul parti peut pas gagner devant 4 partis réunis. Maintenant, à ce moment-là, il y a 2 options. Soit le dictateur choisit que je suis le roi du pays, je décide tout. C'est moi qui ai fait tout. Soit il estime que, vraiment là, j'ai fait une stratégie, mais la stratégie n'a pas marché. Ils ont malgré ma stratégie, ils ont réussi à s'unir, ils ont réussi à poser la pierre ensemble parce qu'ils veulent vraiment me dégager. Il y a les 2 options.
je vais aller sur l'option où le dictateur dit que oui, c'est moi, j'insiste, je suis là-dessus et ainsi de suite. Dans cette option-là, à ce moment-là, là maintenant, on emploie la marche. Et dans cette marche-là, il y aura tout le monde. Et les partisans de ce dictateur-là frustrés, et les PPACI, et les PDCI, et tout le monde, parce que c'est 4 partis réunis. T'as dit quoi, les partisans du dictateur frustrés? Oui. Les partisans de Ouattara vont sortir aussi pour marcher. Mais c'est ce que je dis. Justement, vous délaissez le côté psychologique de l'affaire. C'est ça, c'est là où. C'est là où. Politique, une idéologie ou tout ce que tu veux. Oui, qui va la mettre en place? C'est cette idéologie de Djoula là, que tu viens de citer. Qui a mis ça en place? Je ne sais pas. C'est pas moi qui l'a fait, donc je ne peux pas te dire d'où ça vient. Mais il y a une idéologie. Je sais juste qu'elle est. Est-ce que tu es en train de faire comprendre qu'il y a une idéologie de Djoula aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu appelles idéologie de Djoula? Non, mais c'est ce que tu as dit en fait. Mais j'ai dit idéologie de Djoula pour dire quoi? Je parle de ceux qui utilisent le tribalisme pour dire aux autres que toi tu es du Nord, toi tu es du Sud. Il y a d'autres même qui font propagande pour dire qu'on doit diviser la Côte d'Ivoire en 2. Mais qui a envoyé ça? C'est qui a envoyé ça dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Mais pourquoi tu veux que je te réponde? Je ne sais pas. Je sais que c'est existe, mais c'est la réponse, il ne faudrait pas aborder un sujet que vous ne connaissez pas parce que effectivement. Mais qu'est-ce que ça fait? Je te parle de comportement, monsieur. Est-ce qu'un comportement général a forcément une personne qui a dit faites telle chose? Non, qu'est-ce que vous racontez? Je parle d'un fait, je parle de ce qui se fait. Vous me demandez qui a créé. Est-ce que c'est quelqu'un qui crée? C'est important parce que moi j'ignore ces choses-là. Pardon? C'est important parce que moi j'ignore ces choses. Moi, j'étais même prête à lancer un live de réconciliation que j'ai appelé live de réconciliation parce que beaucoup de personnes du Nord sont montées sur mon panel pour dire que oui, vraiment, nous-mêmes actuellement là, on est sérieux, on n'est pas pour ça. Mais on nous menace tellement que s'ils ont pris le pouvoir, ils vont se venger qu'au final là, on est obligé d'aller faire les cartes d'électeurs forcés pour aller voter. Il y a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Parce que la souffrance là, elle est généralisée. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Parce que moi, il y a un truc quand même qui m'inquiète. Je sais que dans les situations, le repli identitaire est une stratégie politique. Je pense qu'il faut faire attention, ça c'est mon humble avis, il faut faire attention. Il faut faire attention à la manipulation politique par rapport à l'ethnie. Il y a un monsieur du nom de Soro Kibafouri Guillaume, qui est du nord de la Côte d'Ivoire, qui indiquait prendre les armes aujourd'hui pour une injustice. Mais lui-même aujourd'hui, il en paie les conséquences de cette injustice. Il faut faire attention, parce que effectivement, le problème chez nous, ce sont les cadres. Les cadres, quand ils ont des projets politiques, on le voit même dans nos villages. Je suis monté sur ton panel la dernière fois, j'ai dit ça, mais les gens n'ont pas compris. Les cadres sont loin, en fait, d'accord, de leur village. Mais quand ils ont besoin du village, ils viennent tenir des discours. Mais ils tiennent ces discours-là devant qui? Mais est-ce que je ne parle pas des cadres, hein? Est-ce que tu as compris? C'est les partisans eux-mêmes qui le font au quotidien. Mais les partisans le font, ils le font sous le couvert, d'accord, d'un cadre. D'un cadre, oui. C'est le leader du parti politique. Attends. Bon, allons-y sur une action concrète. Quand certaines personnes se font traiter de Djoula, là, quel est le cadre qui le dit? Bah alors, je vais te le dire. Personne ne le... Non, mais je vais te le dire pourquoi les gens se font traiter. Oui. Ok. Vas-y. Le discours, d'accord, le discours du Djoula, du repli identitaire, a commencé avec M. Lamine Diabaté. Ça va te choquer. C'est le mari, la vidéo elle est accessible à tout le monde. Comme tu aimes bien faire les recherches, va et tu fais les recherches. En 94, il va au dîner devant ses parents. Il dit, depuis qu'Oufouette-Boigny n'est plus là, Bédier ne nous respecte plus. On a décidé de quitter le PDCI RDA. On est allé dans le RDR. On est fiers parce que nos parents ont utilisé la poudre à canon. Nous sommes un peuple combattant. Nous sommes un peuple guerrier. On ne peut pas accepter cela. Il était dans un stade. Son auditoire était rempli, je dis bien, de populations de ces régions qui malheureusement sont analphabètes. Quand toi, tu es ministre, tu es cadre, tu tiens ce genre de discours-là, tu vises quoi? Si ce n'est pas le repli identitaire, tu vises quoi? Il faut faire, comme Idriss Koudous, l'imam Idriss Koudous dit, Alassane Ouattara, on ne veut pas d'Alassane Ouattara comme candidat aux élections parce qu'il est djoula et il est musulman, mais tu t'attends quoi?
C'est des éléments qui, si les vidéos existent. Les vidéos existent. En fait, il y a des gens qui sont étonnés. Il y a la génération, les jeunes. Allez, les vidéos existent. C'est ce travail-là qu'on fait. C'est comme moi. Moi, je suis Baouli. Je dis aujourd'hui qu'on ne veut pas que je me présente aux élections en Côte d'Ivoire parce que je suis Baouli. Ou parce que je suis Baouli, je suis chrétien. Et je suis originaire. Mais tu imagines le tollé que ça va faire? C'est-à-dire les gens de ma région, là, qui veulent que leur fils soit président, ils vont me soutenir coûte que coûte. Et en plus, la communauté chrétienne, d'accord, si je suis chrétien évangélique et autres, je tiens cet argument, les gens vont se mettre derrière moi automatiquement. Si en tout cas j'ai les moyens de ma politique, j'ai le réseau d'Alassane Ouattara et autres, les gens vont se mettre naturellement derrière moi. Et je vais créer des scissions dans la société. C'est pour cela que je dis, est-ce que nos hommes politiques sont responsables? Parce que souvent on regarde l'homme politique à partir de son ethnie. Ça c'est un fait en Côte d'Ivoire. Ça existe avec Oufoué, ça existait aussi avec Gbagbo, parce que Gbagbo, les gens du sud, les Akiés qui étaient frustrés du régime d'Oufoué, les gens du sud, les Agnis qui étaient frustrés du régime d'Oufoué, les gens de l'ouest aussi, d'accord, il y a un lien historique avec les hommes politiques. Mais quand tu as ça, tu ne souffles pas sur les braises du tribalisme, tu ne souffles pas sur les braises de la religion. Ces deux éléments-là, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, les leaders politiques ou hommes qui ont utilisé cela, c'est le RDR. Ça, on ne peut pas discuter avec. Est-ce que c'est responsable, ça, ma soeur? Est-ce que c'est quoi? C'est responsable. Mais, enfin, tu vois, tu fais ce que je vous reproche en général. Alors, tu vois, on a un problème. Le problème actuellement, c'est le tribalisme. Tu vois, quand tu me ramènes, et de plusieurs côtés, quand tu me ramènes à qui l'a créé, je te réponds, hein, ce n'est pas responsable. Si tu veux l'entendre la phrase, je suis capable de la dire. Ce n'est pas responsable et ce ne le sera jamais. D'accord? Mais quand on a un problème là, on cherche des solutions à ce problème. C'est que soit on veut des solutions à ce problème, soit on veut ramener à qui l'a fait, qui l'a créé, comment c'est arrivé. Attends, Eddy. Si on veut parler du tribalisme là, ce n'est même pas nous qui avons commencé. C'est des choses qui ont commencé depuis la colonisation. Et ça, vous pouvez aller vous renseigner. Ce n'est même pas nous qui l'avons introduit. Donc aujourd'hui, quand je parle de ça, c'est dans le truc de dire que comment vous, enfin, les gars, tout ce que tu veux, quelle stratégie ils peuvent utiliser pour avoir un maximum de voix. Sinon, je ne dis pas que c'est eux qui ont envoyé ça. Et ça va me ramener à quoi de déterminer qui a envoyé, qui n'a pas envoyé. Voilà le problème. Et à chaque fois qu'on parle on se plaint par exemple de telle chose ou on dit telle chose. Non, mais telle personne était là même, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, peu importe, je le dis, les ados moutons comme les Gbagbo pork dans le même label, c'est la concurrence. Chacun s'en sorti les faits historiques à tel moment pour ramener. Non, c'est pas lui qui a commencé. Hein. Non, c'est telle personne qui a commencé. Non, c'est Gbagbo qui a fait telle chose. Non. Et au final, on ne s'en sort pas parce qu'on est face à des problèmes et on n'est pas en train de réfléchir à ces problèmes-là et avec stratégie de dire que oui, aujourd'hui, là, nous, on veut le changement. Comment on agit pour amener un maximum de personnes dans la voie de ce changement-là? Je vais te dire quelque chose. Ce que tu dis, c'est intéressant. Comment pouvons-nous amener la stratégie? D'accord. La première des choses, déjà, c'est ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez jamais changer quelqu'un, d'accord, par rapport à ce qu'il pense idéologiquement, s'il n'a pas d'abord, de formation en tant que citoyen. C'est pas l'ethnie. Tu ne peux pas venir dire à quelqu'un, tu sais que mon frère, je suis du nord, toi tu es du sud, tu es de l'est, de l'ouest. Ça, c'est un sujet qui est assez naturel. Parce que même chez nous, moi j'ai vécu en dehors, attendez doucement, j'ai vécu en dehors de la Côte d'Ivoire. Quand on se voit, on ne demande pas la nationalité hein, quand on est dans un pays étranger. Ah mon frère, comment tu vas? Mon frère, comment tu vas? On ne fait pas la différence entre le malien et le truc. Quand c'est chaud, on est devant le blanc, mon frère, on le dit naturellement. Mais ici, là, pour la Côte d'Ivoire, là, le vrai problème, là, tu veux que je te dise, corruption, on ne respecte pas les textes, c'est tout. À partir du moment où on va commencer à respecter les textes en Côte d'Ivoire, on va commencer à lutter contre la corruption. On va se rendre compte que le nord, le sud, l'est, l'ouest n'ont pas de différence dans une république. Tu verras que les choses changeront. Mais tant que les gens vont tirer sur la ficelle, ils tirent sur la ficelle, ils tirent. Quand ça les arrange, naturellement, voilà, tu ne peux pas faire l'éducation de quelqu'un. Je dis bien, tu ne peux pas faire l'éducation de quelqu'un qui est déjà idéologiquement encarté pour des raisons ethniques et religieuses. À une seule condition.
que la classe politique, d'accord, soit responsable et demande qu'on respecte les textes de la République. Si tu vas remonter à la préhistoire et autres, ça c'est autre chose. Parce que je vais te dire quelque chose. J'ai cité un élément qui est très important. La religion influence l'individu dans son paradigme. Et il y a des gens qui disent, c'est Karl Marx qui disait que la religion est l'opium du peuple. Quelqu'un qui est encarté religieusement, il est très difficile, d'accord, de le changer. Et s'il part, quelqu'un qui est encarté religieusement, part sur un terrain glissant qui est la politique, c'est très dangereux. Donc la seule notion, après tu peux, si c'est quelqu'un qui aime bien échanger avec toi, tu peux remonter dans l'histoire pour dire oui, avant que le colon arrive et tout. Mais tu ne peux pas. C'est une étape. La première étape, c'est la République. La première étape, c'est la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une République. Et la République, on respecte les textes de la République. Qu'on ait choisi ou que c'est le colon qui l'a choisi ou. Mais c'est cet élément-là qui doit être notre point essentiel. On ne peut pas accepter que quand tu es opposant, tu ne respectes pas la République. Quand tu viens au pouvoir, tu demandes aux autres de respecter la République parce que tu es au pouvoir. C'est-à-dire que demain tu es opposant, tu respectes la République. Tu es au pouvoir, tu respectes la République. De telle sorte que tout le monde soit égaux. Dans la jeune histoire de la Côte d'Ivoire, si tu vois aujourd'hui que certains d'un parti politique disent à ceux-là, toi tu es du Nord, tu es étranger. Et puis d'autres répondent aussi, toi tu es libérien, tu es temps, c'est parce qu'il y a eu des actes qui ont été posés, il y a des conséquences. Donc la seule chose qui peut nous rassembler, d'accord, c'est la loi de la République. Et c'est pour cela que j'insistais. Le 4e mandat fait partie de la Constitution. Il n'y a pas de 4e mandat. Ceux qui veulent aller dans un forfait et faire un miracle en prenant un vote massif vis-à-vis de celui qui fait un 4e mandat, je ne sais pas. Je ne crois pas au miracle. Je suis quelqu'un, je sais que quand je plante quelque chose, si la graine elle est bonne, ça donne des fruits. D'accord? Mais je ne crois pas au miracle. Quelqu'un qui fait un 4e mandat, qui met un système, je ne sais pas comment on va le déboulonner. Donc, ma seule solution est le peuple. Et nous, mon devoir, c'est un peuple qui est éclairé. Parce qu'un peuple qui est éclairé, les Kalachnikov ne peuvent rien devant un peuple éclairé. Donc, cette affaire de dire que non, les gens traitent les gens d'étrangers, c'est les conséquences. Hein. Ce sont les conséquences. Et il ne faut pas regarder, c'est les hommes en haut là. C'est eux qui ont manipulé les peuples. Si les gens étaient responsables, ces choses-là n'allaient pas arriver en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils n'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas fait? Il ne faut pas chercher quelqu'un. Hein. Faut pas chercher, faut pas dire que oui, c'est parce que ses parents-là disent que non. On a toujours vécu en harmonie en Côte d'Ivoire. Hein. On a vécu en harmonie en Côte d'Ivoire. Et puis, Oufoué est mort en 93. Et puis, après Oufoué, là, il y a des choses qui se sont passées. Et je dis bien, nos parents du Nord ne sont pas les premiers qui ont souffert d'un certain tribalisme ou des clans. Il y a eu les Bété, il y a eu les Agni, il y a eu les Akié. Nos frères du Nord, ils ont eu le soutien des gens du septentrion, c'est-à-dire les pays Guinée, Mali et autres là. Ça, c'est un fait, c'est l'histoire. Et donc, c'est pour cela que ça a pris une ampleur. Sinon, quand on regarde le nord de la Côte d'Ivoire, tu crois que les nordistes sont combien? Vous voyez que les nordistes sont combien? Les nordistes c'est des populations qui sont allées dans les régions de Côte d'Ivoire, mais ils sont combien? C'est parce que aussi c'est devenu une affaire aussi qui est devenue sous-régionale. Et cet élément-là aussi, on doit mais il ne faut pas politiser et mettre la religion, c'est surtout mettre le poison de la religion et aussi du tribalisme. Et je suis contre le tribalisme. Et ce qui fera qu'on sera unis, c'est en respectant les règles et les lois de la République. La sensibilisation, tu fais très bien ta sensibilisation, c'est de toucher les gens. Mais attention, ne te méprends pas et ne rentre pas dans le piège pour dire que ce sont les Gors seulement qui font que les gens, ce qu'on appelle les gens du Nord se rétractent. Ce n'est pas seulement que les Gors. Je condamne les dires des gens qui traitent des gens du Nord d'étrangers, mais il faut bien remonter, d'accord, dans les origines, comprendre ce qui a été fait, et tu pourras plus. Parce que si tu t'engages seulement dans un combat contre les Gors, faut pas oublier aussi que... Mais justement, Sam, pourquoi on n'arrive pas à nuancer les propos? Je vais pas à chaque fois ici préciser que je parle d'un fait. Ok, il y a ce fait-là, mais il y a un autre. Tu peux me dire par exemple, il y a un autre fait aussi qui alimente le tribalisme. Parce qu'effectivement, ça fait un moment qu'elle parle. Monopoliser, ça fait allez-y, monsieur, allez-y. Vous êtes faire des capitaux, les gars, mais vraiment, et là vous êtes dedans. Ça va faire des coups.
Allez-y, vous documentez, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ce qu'il vous dit là, si vous n'avez pas 35 ans, vous ne pouvez pas savoir. Ça est des documents qu'il vous donne, prenez dans note. Si vous voulez, c'est pas le moment. Il a voulu écouter 2-3 personnes et puis partir dormir. Je ne vais pas aller dormir, je suis là, rien que pour toi, je suis là. Je ne vais pas parler. Tu vas faire quoi? Non, vous êtes lourd quand même, hein. On veut être. J'ai dit que je suis là, je vais rester là jusqu'à pensez aux autres. On peut prendre la parole maintenant. Ça fait un moment. Allez, c'est quoi à faire, ceux qui n'ont pas. Allez vous documenter, vous venez avec les faux profils, vous n'avez le courage de rien dénoncer. On peut prendre la parole maintenant. Vous-même qui dénoncez là, vous ne foutez rien, c'est vous qui venez bavarder comme si vous faites quelque chose. Venez avec vos vrais viseurs, on va voir que vous dénoncez. Vous dénoncez quelque chose et puis on ne respire pas. Monsieur Moussa, s'il vous plaît. C'est bon, calmez-vous. Bon, on a compris. On va garder notre calme. Bonsoir, mon frère ça. On garde notre calme. Monsieur Oraga, laissez ceux qui n'ont pas intervenu, Eddy et Laure, et Gaou, et ensuite, on va prendre notre mot de fin. Allez-y, monsieur Eddy, allez-y. Bonsoir, grand frère Sam, bonsoir. Merci déjà pour tes panels et tout. Je voulais déjà, avant d'avancer, rappeler quelque chose à John, parce qu'elle a parlé de liste électorale, se mettre ensemble, aller aux élections. Je voulais vous rappeler une chose. Madame Simone Gbagbo, elle a eu à faire une déclaration, je crois qu'elle était interviewée, je sais pas, par France 24, je me rappelle plus du média, où elle a dit, je cite, la liste électorale actuelle, même si on se met tous ensemble pour aller contre le candidat, contre le président Ouattara, on va perdre. Et d'où sort, et par quelle alchimie, par quelle magie, derrière, il se lève pour aller en rang dispersé contre Ouattara. Ça dit quelque chose qu'elle-même, elle dit, que même s'ils se mettent tous ensemble, c'est-à-dire Gbagbo, Thiam et tout, ils vont perdre, vu la composition de la liste électorale. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Madame Simone Gbagbo qui l'a dit, à quelques mois des élections. Je sais pas si c'était dans le mois d'août ou le mois de juillet, je me rappelle plus exactement. Donc, comment se fait-il que 3 ou 4 mois avant les élections, elle laisse ce genre de propos et elle va quand même postuler pour être sur la liste électorale pour candidater, sachant que la liste électorale, vu sa constitution, comment c'est constitué, même s'ils se mettent tous ensemble, ça allait être quelque chose d'impossible selon elle. J'aimerais que tu me répondes, vu que c'est toi qui parlais d'union de l'opposition. Madame Simone Gbagbo l'a dit. Oui, ok, elle dit, Madame Simone Gbagbo, c'est Jésus. Elle n'est pas Jésus, j'ai dit, elle a affirmé quelque chose. Non, mais réponds, développe, ne dis pas c'est Jésus. Mais je ne vais pas développer parce que tu dis, madame, le simple fait, toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, moi, j'ai dit ce que moi je pense. Laisse Simone Gbagbo, d'accord? Je ne suis pas pour Simone Gbagbo ni pour cela. Qu'est-ce que toi tu en penses? Parlons avec ce que nous pensons ici. Moi, je pense que déjà, pour parler d'élections, il faut déjà qu'il y ait tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des élections crédibles. Déjà, on peut même pas, selon moi, hein, parce que moi je suis d'aucun parti politique, donc je peux dire les choses clairement. Selon moi, personne ne devait aller candidater tant que la liste électorale n'avait pas été auditée, tant que tout n'avait pas été mis en place pour que qu'il y ait des élections crédibles. Parce que on va beau chanter, dire ce qu'il faut, tant qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour aller faire des élections crédibles, ça va pas marcher, ça va envoyer soit des troubles, soit il y aura de la tricherie, soit ça a toujours été comme ça. Donc moi je dis que nous, nos politiciens là, des personnes de l'opposition quoi, sont très versatiles, ils n'ont pas, il n'y a pas je sais pas, de leader qui va se lever et dire non, on peut pas faire ça, faut qu'on se mette ensemble, on prenne une décision, chacun se lève, celui-là va, ouais, moi je veux être candidat, moi je veux pas être candidat. Vers la fin, ça devient une cacophonie. Moi, sincèrement, je suis déçu des leaders de l'opposition. Moi, je suis pas d'un bord X ou Y. Moi, je suis ivoirien et je dis les choses selon ce que je vois. Je suis déçu des leaders parce qu'au moment où il fallait qu'ils mettent leurs différents égos de côté et prennent une décision pour le bien du peuple, ils l'ont pas fait. Au moment où les gens, moi je suis pas forcément pour aller dans la rue, casser, manifester, mais arrivé un moment, il fallait qu'ils fassent travailler les ménages pour sortir une stratégie qui allait contraindre le pouvoir en place à aller. Si tous les leaders refusaient d'aller aux élections, le gouvernement n'allait pas aller avec Ouattara seulement en candidat unique. Ça allait être trop ridicule. Mais il fallait que il y ait des gens pour aller accompagner, valider ce 4e mandat-là. Des gens corrompus peut-être. Bah oui, on peut dire ça si tu veux. Mais voilà, nos leaders là, c'est ce que je dis là.
je sais pas si je dois dire qu'ils ont faim ou bien ils ont pas de personnalité, mais sincèrement, nos leaders là, ils ont pas de, voilà, moi je peux pas appeler ça des leaders parce qu'un leader là, c'est quelle que soit la situation là, c'est tes convictions qui passent avant tout. Et là, je voyais des personnes qui faisaient pas passer leurs convictions, mais qui faisaient passer soit leur personne ou soit leur pensée. C'est comme ça que moi je voyais la chose. Et c'est vraiment dégoûtant parce que on laisse les enfants des gens aller mourir et aujourd'hui, on voit des personnes qui étaient en train de chanter. Et moi, c'est ce qui me dégoûte le plus, c'est que des personnes qui étaient en train de chanter non au 4e mandat, on va tout faire aujourd'hui, ces personnes-là sont en train de se présenter pour être députés. C'est quoi la logique dans ça, au fait? Moi, je comprends pas. Quand tu te bats, tu dis non, il n'y aura pas d'élection, on ne reconnaît pas ce 4e mandat, et demain tu vas te présenter pour être député, je ne comprends pas la logique au fait. Ton parti te dit non, on n'ira pas parce qu'on ne reconnaît pas ce mandat, et toi tu passes derrière, tu vas t'inscrire, tu es sur la liste. C'est quoi ces politiciens qu'on a maintenant là? Sincèrement, je suis dégoûté. Moi, je pensais que quand ces vieux-là allaient partir, il allait avoir des jeunes avec des convictions, avec des idées qui n'allaient pas marchander leurs idées, qui allaient marcher selon leurs convictions. Mais je me rends compte que la génération qui vient juste après les vieux-là, eux-mêmes, on dirait qu'ils sont pires même que les vieux. C'est ce que je comprends. Parce que quand tu vois leur démarche déjà, quand tu vois, j'ai pas envie de citer de nom pour blesser qui que ce soit, mais quand tu vois déjà leur démarche, déjà, ça, tu te dis que bah là, apparemment, si c'est ceux-là qui doivent être des leaders de demain, on est mal embarqué, quoi. Et heureusement qu'il y a des personnes de vision, il y a des jeunes leaders. Grand frère ça, je vais dire ton nom, excuse-moi. Mais moi, je te suis depuis Facebook. Hein, je te suis depuis Facebook. Avec le grand frère Armand, je vous suis depuis Facebook. Hein, quand tu faisais tes directs sur Facebook, il y avait encore 5 personnes. Je me rappelle encore. Et c'est pas une histoire d'aujourd'hui, hein, c'est une histoire de depuis 2017-2018 et je te suis depuis longtemps. Et moi, voilà, je me retrouve dans ce que tu dis parce que un Ivoirien, une personne doit faire passer son pays avant tout. Moi, je peux pas suivre une personne parce qu'on dit c'est le président ou bien c'est le leader de notre région. Moi, je peux pas suivre une personne parce que c'est le leader de notre région ou bien on est du même groupe ethnique, je suis désolé, ou on est de la même religion, je suis désolé. Moi, si je dois voter quelqu'un demain, c'est en fonction de son programme, en fonction des idées, en fonction de la vision que cette personne a. Mais la jeunesse aujourd'hui, là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à se réveiller, à comprendre les choses, et c'est déjà bien. Mais nos leaders, là, sincèrement, je suis dégoûté, quoi. En fait, ça m'énerve et je suis dégoûté. Parce que je sais pas si on va s'en sortir. Quand on voit comment les choses sont composées, je sais même pas si on va s'en sortir un jour. Et je sais pas, hein, on met tout entre les mains de Niamien. C'est ce que je voulais dire. Merci. Il faut pas être fataliste. Bon, écoutez, normalement, il reste Laure, il reste Gaou, Gazer. J'avais pas prévu, franchement, faire un long panel avec long débat. Mais j'ai voulu donner au début, je dis 2-3 personnes parce que j'étais épuisé. Mais je pense que on aura des moments, parce que je vois que ma sœur Adjon a été assez combattue, Ouragan aussi voulait dire des choses, Sylvain voulait dire des choses. Donc, on va organiser des débats sur des sujets précis, où moi, je ne prendrai même pas la parole, je aurai juste quelques petites interventions, et puis vous vous exprimerez au moins pendant 1 heure, 2 heures. Et puis après, on fera un bilan de tout cela, par exemple. D'accord, on va écouter Laure. Laure, vas-y, tu as quelques minutes. Écoutez, Laure. Merci. 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 Donc, bonsoir à tous déjà. Moi, je suis montée par rapport au recrutement. Donc, du coup, je me présente Laure. Je suis contre le 4e mandat et je voulais savoir si Monsieur Hansan pouvait participer à ce mouvement de non au 4e mandat. C'est ça la base, en fait. Donc voilà, quand il y a ADCI qui t'a fait des propositions, donc moi je viens de faire une proposition pour savoir est-ce que tu es contre le 4e mandat et tu veux participer. Hein, comment? Je suis contre le 4e mandat, ça ne change pas ça. Ben voilà, donc du coup tu as un mouvement politique. Donc voilà. Le fait d'être contre le 4e mandat, c'est d'être dans un mouvement politique? Exactement, je viens de te le dire. Je suis en train de recruter les gens. Ah, tu recrutes? Oui, je suis recruteuse. Voilà. Okay. Non, mais blague à part. Cette boutade serait bien passée quand il y avait le représentant du
ADCI. Moi, la question que je voulais poser aux représentants du ADCI, c'est que le problème, c'est qu'on vous a pas entendu sur la question du 4e mandat. Donc, c'est bien beau d'être député et d'être républicain, mais à un moment donné, quand vos lois sont violées, faut statuer. À un moment, faut prendre la parole, comme dans l'hémicycle, comme en tant que député. Donc voilà. Donc c'est dommage qu'il soit descendu. Après, je comprends toute cette mouvance, tout ce qu'on a eu concernant le renouveau. Et il y a quelque chose que tu as dit pendant ton panel, où tu as exposé Socrate et Machiavel. Et puis, merci à DJB parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Machiavel maintenant. Mais bon, bref, anyway. C'est de se dire que je peux comprendre hein, cet esprit de je veux du renouveau, mais il faut un mentor derrière. C'est très important. Être un sachant, avoir une expertise. On dit qu'il faut avoir 1000 heures. 1000 heures, hein. Si tu n'as pas ces 1000 heures, tu peux t'appuyer derrière un mentor. Donc, il ne faut pas négliger cette classe politique. Ok? Donc, je pense que c'est très important. On veut du renouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent du renouveau. Mais il faut s'appuyer sur les bonnes bases. Et c'est ce qui est important. Et je suis tellement fière que maintenant, on parle encore et on revient sur le sujet du 4e mandat, qui est très important. Moi, je suis partisante, voilà, je suis partisante, je dis haut et fort, je suis partisante du non au 4e mandat. Et donc, c'est bien de ne pas jouer le calendrier politique du pouvoir en place, on a parlé de l'initiative, on a parlé des Libanais. Non, le vrai sujet, c'est qu'il y a une violation de la Constitution. C'est ça le vrai sujet. Donc, je ne suis pas partisane d'un parti ou autre. Comment dirais-je, je suis sympathisante de certains partis, mais le sujet est tel que, sans respect de notre Constitution, on n'avance pas. La Constitution, c'est des règles. C'est comme un enfant. Tu vas lui imposer des règles. Et ces règles-là, tu veux qu'il les suive. Et ben, c'est pareil. Sinon, c'est l'anarchie. Donc, à un moment donné, il faut respecter notre Constitution et nos lois de texte. Et quand on parle de respecter les lois, c'est-à-dire une hiérarchisation des lois. C'est-à-dire, quand on parle de loi suprême, c'est la Constitution. À partir du moment où votre Constitution n'est pas respectée, tout ce débat n'a pas lieu d'être. Je suis désolée, on n'est pas en train de parler de législative, on n'est pas en train de parler de tout ça. Parce qu'il y a une violation de la loi suprême. Faut remettre le débat à sa place. Donc partir aux législatives, pourquoi? Ça va changer quoi? Et puis arrêtez de parler en 2010, vos députés, ils étaient là-bas, là. Ils ont proposé quoi comme loi? À part contester des projets de loi qui émanent du gouvernement. Ok, on conteste, mais ça passe quand même. Cette lumière-là, est-ce qu'on a besoin de débuter